Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce Sens Public. Vous le savez, la promesse est dans le titre, donner du sens à l'actualité grâce à nos experts et se mettre au service du public. Vous proposez chaque soir des clés de compréhension des mutations de notre société avec deux grands thèmes en 90 minutes et un débat d'actu pour commencer. Et puis cette décision annoncée hier, je vais être honnête avec vous, on a d'abord cru à un gag. L'Arabie Saoudite va organiser les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. Une absurdité écologique forcément, mais l'aboutissement d'un projet stratégique pour le royaume, jouer la carte du tourisme, préparer l'après-pétrole, répondre au Qatar et à sa Coupe du Monde de foot. On va comprendre ce qui se cache derrière cette nouvelle décision choquante d'une fédération sportive internationale. Et puis pour notre débat volontairement décalé de l'actualité du jour, c'est la guerre de l'eau que je vous propose d'analyser. Agriculteurs, centrales nucléaires, industriels et nous particuliers, on a tous compté notre mètre cube en France cet été. Comment gérer la pénurie? Combien de milliards d'euros faudra-t-il investir pour rénover notre réseau vieillissant? Notre politique de l'eau est-elle à la hauteur de ces enjeux? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, cette décision qui nous a fait tomber de la chaise hier, les Jeux asiatiques d'hiver sont attribués à l'Arabie Saoudite. Guillaume Bertrand. Une compétition internationale de sport d'hiver au milieu du désert. L'idée pourrait faire sourire si l'urgence n'était pas plutôt à la sobriété énergétique. Pourtant, les Jeux asiatiques d'hiver se dérouleront bien en Arabie Saoudite en 2029. Pour l'aile gauche du Sénat, c'est une aberration. Le projet, c'est créer une ville futuriste qui va accueillir des pistes en plein désert, des pistes de ski, des pistes de bobsleigh. Donc c'est un non-sens écologique. Et puis évidemment, la question des droits humains est posée. La ville en question, Trojena, qui n'existe donc pas encore, c'est celle-ci. Le prix de sa construction, 500 milliards de dollars. Dans cette vidéo promotionnelle, des sportifs dévalent des pistes de ski dans une atmosphère ultramoderne, quand d'autres sont attablés à des terrasses en doudou. Pour rassurer, les organisateurs indiquent que dans ce secteur montagneux du pays, les températures descendent en dessous de zéro l'hiver. À l'appui, des images montrent une neige qui tombe abondamment. Pourtant, selon les relevés satellites, il neige en moyenne moins de 2 jours par an. Alors pourquoi les Jeux asiatiques d'hiver se déroulent-ils en Arabie Saoudite? La tenue d'une telle compétition coûte cher et les candidats pour l'accueillir sont de plus en plus rares. 2 éditions ont même dû être annulées, faute de pays organisateurs, celle de 2021 et celle de 2025. Michel Savin, président du groupe au Sénat sur les grands événements sportifs, estime qu'il faut revoir les conditions d'attribution. Pour ne pas se reproduire, je le redis, il faut changer le cahier des charges, il faut être très clair sur ces aspects-là, aussi bien, comme vous l'avez cité, sur l'aspect du travail, le droit du travail, la protection au niveau du travail, mais aussi sur les aspects environnementaux de ces grandes compétitions. À l'image du Qatar, la stratégie de communication de l'Arabie Saoudite, dont l'image est ternie par le non-respect des droits de l'homme, passe ici par le sport. Le Royaume a d'ailleurs indiqué songer à une candidature commune avec l'Égypte et la Grèce pour accueillir la Coupe du Monde 2030. Je vous présente tout de suite mes invités. Sylvie Matelli, bonsoir. Vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS, auteur de Géopolitique de l'économie. C'est aux éditions Erol. Agnès Levallois, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes maîtresse de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. J'accueille Kevin Vessière, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Analyste en géopolitique, fondateur du site Football Club Géopolitics. Et puis, vous publiez Mondial, 22 histoires insolites sur la Coupe du Monde de football. C'est aux éditions Max Milo. Mathieu Croissando, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Éditorialiste politique. Bienvenue à vous aussi. Une petite info, tiens, pour commencer, ce que représentent les Jeux asiatiques d'hiver. C'est 47 épreuves, 28 sur neige, 19 sur glace. Est-ce que, je commence avec vous Agnès Levallois, est-ce que vous avez réagi comme nous hier quand vous avez appris cette nouvelle, l'Arabie Saoudite qui organise ces épreuves? J'en perds mon stylo. Oui, non, mais c'est vrai que j'ai été très, très étonnée et en même temps, ma première réflexion, ça a été de me dire, tiens, c'est la revanche de l'Arabie Saoudite sur le Qatar avec le Qatar qui organise cette Coupe du Monde. Et ça rend vraiment les Saoudiens et les Émiriens complètement fous. Vraiment, l'expression n'est pas exagérée à mon sens. Il y a une histoire d'ego, quoi. Ah, mais terrible. C'est-à-dire que le plus petit pays de la région, le Qatar, qui a une certaine autonomie par rapport à l'Arabie, ce que ne supporte pas l'Arabie, qui ait pu remporter cette Coupe du Monde, qui est quand même l'événement, alors je ne suis pas sportive et je ne suis pas spécialiste, mais quand même le plus important au monde, ça les rend fous parce qu'ils estiment que ça n'est vraiment pas au Qatar à organiser une telle manifestation. D'ailleurs, ils lui ont vraiment mis des bâtons dans les roues avec le blocus en 2017, les Émirats et l'Arabie aidés en cela par l'Égypte.
Et donc ma première action, c'est de me dire, bon, c'est vrai qu'ils essayent d'organiser beaucoup de manifestations sportives depuis. Le Dakar, le rallye Dakar quand même, qui maintenant se déroule en Arabie Saoudite. On l'a vu l'hiver dernier. Donc on est vraiment dans cette compétition et dans cette rivalité de puissance régionale. L'Arabie étant évidemment un pays nettement plus important que le Qatar et qui donc, par ce biais-là, montre qu'il est capable, lui aussi, de pouvoir faire quelque chose. Et puis pour le prince héritier, évidemment, c'est aussi un affichage très, très important. Évidemment, Mohamed Ben Salman, on va détailler un peu sa prise de pouvoir. Sylvie Matelli, il y a aussi un enjeu de diversification. Il y a ce bras de fer, mais il y a quand même un vrai enjeu de diversification de l'économie du royaume pétrolier. Oui, et c'est assez paradoxal que ça se passe avec ce symbole des Jeux Olympiques d'hiver, parce que la diversification, elle est indispensable, parce que la transition énergétique et parce que les grandes économies de la planète ont annoncé que d'ici quelques décennies, dans quelques années, en réalité, elles seraient neutres en carbone, donc elles ne consommeraient que très peu de pétrole. Et donc économiquement moins dépendante de l'Arabie Saoudite. De l'Arabie Saoudite. Donc il faut faire cette transition énergétique. Et là où pour nous, ça s'exprime en termes de sobriété, en termes de énergie renouvelable et abandon des énergies fossiles, vraisemblablement, ça n'a pas tout à fait la même notion et les mêmes conséquences pour l'Arabie Saoudite qui cherche à diversifier son économie. Alors, à la base, en s'ouvrant plutôt au tourisme, elle a assoupli sa politique de visa à l'automne 2019. Mais oui, elle a ouvert un site qui est une sorte de Petra, l'équivalent de Petra, mais en Arabie Saoudite, c'est ça ? Oui, puis il y a de très belles excursions et il y a de très beaux sites à visiter en Arabie Saoudite. On peut aller faire du tourisme en Arabie Saoudite. Et c'est vrai qu'organiser des Jeux Olympiques, même s'ils ne sont qu'asiatiques... Oui, c'est les Jeux asiatiques. Oui, tout à fait. Mais ça reste dans l'esprit des Jeux Olympiques. C'est toujours ça de prix. Ça fait, c'est diffusé sur toutes les télés, probablement essentiellement des pays asiatiques, et c'est très suivi, donc ça peut attirer le touriste, effectivement. Oui, parce que les pays européens vont assez peu regarder. En général, les médailles d'or aux Jeux d'hiver, c'est pas trop les Asiatiques, c'est dur à prononcer, qui les remportent. Bref, je voudrais qu'on écoute une première action, celle du ministre saoudien des Sports, qui se défend des accusations de sportwashing, c'est-à-dire d'utiliser le sport pour redorer le blason du royaume. Écoutez. Nous avons entendu beaucoup de critiques, mais nous avons fait face en disant que ces événements et ces changements qui se produisent dans le royaume et la transformation qui se déroule dans le cadre de la vision 2030 est en fait un progrès vers un meilleur avenir pour le royaume. Kevin Vessière, est-ce qu'on peut dire que l'Arabie Saoudite a du retard en la matière, si on compare notamment au Qatar ou à d'autres pays de la région? Oui, l'Arabie Saoudite a du retard. Notamment, on parlait tout à l'heure de la Coupe du Monde qu'avait obtenue le Qatar en 2010. C'est vrai que ça a créé un sans précédent dans la région. Et c'est vrai que depuis que MBS est aux commandes du pays depuis 2015, l'Arabie Saoudite a à cœur de rattraper son retard de manière offensive, en tout cas depuis 2018, avec l'organisation de plusieurs événements. Donc on parlait effectivement du rallye Dakar, mais il y a aussi un tour cycliste qui a eu lieu, l'accueil de Supercoupe d'Espagne et d'Italie aussi sur le territoire saoudien. Alors ça, il faut expliquer, c'est le foot, le sport roi. Et la Supercoupe, c'est quoi? La Supercoupe, en gros, c'est dans un championnat genre Espagne-Italie, c'est le champion d'Italie qui rencontre celui qui a gagné la Coupe d'Italie et d'Espagne. Et ça, il le délocalise au Qatar, c'est ça? En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Mais il y a la même chose qui se passe en France, notamment avec cette Supercoupe de France qui s'appelle le Trophée des Champions, qui a été délocalisé en Israël. Donc c'est une pratique qui devient de plus en plus courante. Pour aller toucher des clients, du public ailleurs dans le monde. Et on parlait du football. Et c'est vrai que l'Arabie Saoudite a beaucoup investi dans ce domaine-là. Et depuis effectivement la fin du blocus avec le Qatar, eh bien l'Arabie Saoudite a pu s'ouvrir les portes du football en rachetant le club de Newcastle. Jusqu'à présent, c'était le Qatar qui bloquait parce qu'il y avait un différend avec beIN Sport. L'Arabie Saoudite essayait de pirater le réseau. Avec la fin du blocus, finalement, ça a permis d'ouvrir les relations diplomatiques et ça a permis à l'Arabie Saoudite d'avoir aussi son club de football dans la prestigieuse Premier League. Et on voit qu'il continue à mettre le paquet avec les Jeux asiatiques d'hiver, les Jeux asiatiques en 2034. Et avec l'objectif de viser toujours plus haut, donc pourquoi pas les Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde. On en parlait tout à l'heure avec le sujet. Alors on reviendra sur la stratégie des fédérations internationales qui distribuent ces événements. Mais Sylvie Matelli, je voudrais quand même dire un mot. Il y a une coïncidence de l'actualité. C'est aujourd'hui qu'on apprend que les pays de l'OPEP ont décidé de baisser leur production avec les conséquences qu'on peut imaginer sur le prix des carburants à la pompe pour nous. Mohamed Ben Salman, il est dans une période quand même où il a un pouvoir renforcé
notamment sur l'OPEP, parce que la Russie, qui est aussi un pays producteur de pétrole, est moins puissant, quoi. C'est un peu mécanique ce qu'on est en train d'expliquer. Alors c'est mécanique, mais il a toujours eu beaucoup de pouvoir. Bien sûr. L'Arabie Saoudite a toujours dominé l'OPEP. C'est vrai, par contre, que il y a une certaine habitude au pétrole cher et que dès que le prix du baril baisse un peu, il avait fortement augmenté au mois de mars après la guerre, la déclaration de guerre, enfin pas déclaration de guerre, le début de la guerre en Ukraine, et il a un peu rebaissé cet été parce que les tensions se sont lissées sur les marchés du pétrole. Mais est-ce qu'il a une sorte de, pardon de vous interrompre, de sentiment d'impunité fort de ce pouvoir? Clairement, et depuis des années. Ouais. Alors pas que Mohamed Ben Salman, ça fait des années que l'Arabie Saoudite, petit pays au milieu du désert, profite largement du pouvoir que lui octroient ses exportations de pétrole. Il faut savoir qu'au mois de mars 2022, les exportations de pétrole de l'Arabie Saoudite, du fait de l'augmentation des prix, ont dépassé les 30 milliards de dollars. Donc ça a été un record en un mois qui n'avait pas été atteint depuis 10 ans, mais ça nous met aussi en perspective les 500 milliards qui vont être investis essentiellement dans des infrastructures pour accueillir ces Jeux asiatiques. Donc on s'aperçoit que c'est pas insurmontable en fait, comme ardoise pour l'Arabie Saoudite. La question qui va se poser, je serais curieuse de voir, mais on le verra d'ici une dizaine d'années, un petit peu moins, s'ils ne vont pas reproduire le scénario brésilien. Parce qu'au fond, le Brésil avait investi très fortement dans l'accueil des Jeux Olympiques en 2016, à une période 2010-2012 où la croissance économique était forte, où les investissements chinois étaient extrêmement importants. Et puis, la prospérité s'est un petit peu tarie. En 2016, il y avait une forte inflation et les gens qui descendaient dans la rue en critiquant fortement, en fait, ces Jeux Olympiques et cette dépense, cette gabegie d'argent. Cette Coupe du Monde, en l'occurrence. Oui, effectivement, ça va être intéressant de voir à terme quel impact ça pourra. On y reviendra à ce projet Neom, là, cette ville totalement dingue, futuriste, dans un instant. Je voudrais qu'on donc s'intéresse maintenant à la stratégie des fédérations, quand même, aussi, parce que dans ce dossier, il est passionnant à plus d'un titre, et aussi pourquoi des fédérations internationales, des fédérations sportives attribuent ces événements. On va rappeler les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, déjà, 2022, là c'était il y a quelques mois, 100% neige artificielle. Bon, on peut se poser quelques questions. Évidemment, la Coupe du Monde au Qatar, on l'a rappelé, avec des stades ouverts, climatisés, bref. Donc il y a ces Jeux asiatiques d'hiver pour l'Arabie Saoudite. Agnès Levallois, là, si on se focus un peu sur cet événement, pourquoi ces pays asiatiques, ils savent qu'ils vont être critiqués avec une décision comme celle-là, notamment avec les plans de transition écologique qui sont lancés en Europe et pas seulement dans beaucoup de pays. Pourquoi ce choix? Quels sont les liens des plus puissants de ces pays avec l'Arabie Saoudite? Pourquoi ils décident de donner cet événement à l'Arabie Saoudite? Parce que beaucoup des pays d'Asie dépendent de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que c'est un pays qui est, comme on vient de le dire, qui a beaucoup de ressources, beaucoup de richesses, qui a renforcé ses liens avec les pays asiatiques, puisque l'Arabie Saoudite, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a une évolution des rapports de force régionaux et internationaux, que l'Arabie Saoudite a pris acte du fait que l'alliance avec les États-Unis n'était plus aussi solide qu'elle a été à une époque, et donc à partir de là, MBS, lui, donc le prince héritier qui est l'homme fort du royaume, a renforcé ses liens avec tout un tas d'autres partenaires, et en particulier les partenaires asiatiques, en sachant en plus que les pays asiatiques ne vont pas critiquer sa stratégie, parce que pour beaucoup d'entre eux, ils dépendent d'aides au développement qui sont attribuées par l'Arabie, et qu'une grande partie de la population immigrée en Arabie Saoudite vient de certains nombres de pays asiatiques. Il y a une question de main-d'œuvre aussi. Ils sont extrêmement dépendants, puisqu'en gros, sur 30 millions d'habitants, vous avez 10 millions de population immigrée. Alors, toute la population étrangère, tous les travailleurs ne viennent pas d'Asie, mais une grande partie, et ceux qui occupent les fonctions les moins importantes. Et donc, c'est une population qui ne va pas râler, qui ne va pas revendiquer des droits, et les pays dont ils sont originaires, encore moins, puisque c'est une manne financière qui revient dans ces pays d'origine. Et donc, là, il y a vraiment une relation, si vous voulez, très forte entre l'Arabie Saoudite, qui d'un côté veut revoir ses relations et veut renforcer ses relations avec cette zone, et des pays qui ne vont pas lui renvoyer à la figure la question des droits de l'homme, la question du droit du travail ou autre. Oui. Mathieu, il intervient. Il y a une opacité qui règne sur l'attribution de ces événements sportifs. Il faut souligner, enfin, vous connaissez ça sûrement beaucoup mieux que moi, mais dire que ce soit l'attribution des Coupes du Monde, l'attribution des Jeux, il y a toujours un moment où on se dit mais pourquoi? Et il y a toujours des enquêtes qui sont lancées, et il y a eu par le passé des scandales de corruption, et il y a en France une enquête qui est en cours sur le rôle qu'aurait pu jouer la France à un moment donné pour attribuer par exemple la Coupe du Monde au Qatar.
c'est d'une opacité absolue. Et puis ça n'est pas guidé par des standards de démocratie, de droits humains, ni d'environnement. L'Arabie Saoudite, ça devrait être le paria du monde. Ils ont quand même découpé vif un journaliste dans une ambassade en Turquie il y a quelques années. Ils viennent de condamner à 34 ans de prison une femme parce qu'elle avait fait des tweets. Ça devrait être le paria du monde démocratique et même du monde en général. C'est quand même un régime extrêmement dur, ou c'est une dictature religieuse, une théocratie, on peut appeler ça comme on veut. Et voilà, et tout le monde va se retrouver en Arabie Saoudite, tous les pays asiatiques qui participent. Peut-être un mot sur les fédérations. Il y a un côté État dans l'État, c'est une fédération. D'abord, c'est très riche, notamment la Fédération internationale de football. Elle a ses propres règles, d'où l'opacité dont parlait Mathieu. Oui, ça en fait, il y a une certaine opacité, puis un côté hégémonique, notamment pour la FIFA et le CIO, où les conditions... Donc, CIO, c'est le comité international olympique. Et là, pour le coup, c'est le comité asiatique olympique qui a désigné l'Arabie Saoudite, qui était d'ailleurs le seul pays candidat pour ces Jeux asiatiques d'hiver. Et en fait, se pose finalement une double question pour l'industrie sportive et pour ces fédérations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'États qui viennent pour finalement utiliser cette visibilité internationale par le sport. Donc le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Chine aussi. Et après, l'autre problème, c'est que pour les Jeux d'hiver, notamment, ils ont un manque de candidatures. On parlait tout à l'heure du cas chinois avec les Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Et finalement, il y avait plusieurs candidatures européennes. Et au final, il restait plus que le dossier de Pékin et le dossier de Almaty au Kazakhstan. Et donc après, avec les enjeux... Parce que les pays européens s'étaient retirés. C'était retiré, oui, peu à peu, notamment la Norvège, notamment, ou d'autres pays européens. C'est de plus en plus énorme, ça coûte de plus en plus cher, et souvent ça coûte très cher à long terme aux pays qui organisent. Tout à fait, et puis après, les fédérations cherchent aussi à avoir un seul pays organisateur, mais de par les coûts et l'inflation des coûts d'organisation, ça ne cesse d'augmenter. Et on voit aussi qu'il y a des patchwork de co-organisation qui sont en train de se mettre en place pour la Coupe du Monde de football 2030. Là où on a vu le cas de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte et de la Grèce, où on voit pas forcément de cohérence, où parfois on essaie aussi de donner des valeurs symboliques au sport. Là, ça vient de tomber, il y a l'Ukraine qui veut organiser cette Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal. Mais finalement, est-ce que c'est le bon levier pour défendre la cause ukrainienne que d'utiliser le sport et de finalement, vider de nature les compétitions sportives internationales? Je voudrais revenir sur l'enjeu quand même environnemental, Sylvie Mattei. Le fait que des pays asiatiques octroient l'organisation de ces Jeux d'hiver à un pays comme l'Arabie Saoudite, c'est une façon de dire vos enjeux de transition écologique, on s'en moque, quoi. Alors, vous avez pollué la planète, vous, pays occidentaux, pays riches, pendant des décennies, voire des siècles. Laissez-nous faire ce qu'on veut. Je modérerai un peu, sachant que c'était le seul Je suis volontairement un peu provocateur. Mais il est clair que pour les pays émergents, les pays du Sud en général, ils considèrent que le changement climatique, c'est le problème de l'Occident. Que ce sont les Occidentaux qui ont causé cette situation, et ils n'ont pas complètement tort au demeurant, que c'est aux Occidentaux de corriger. Sauf que, même s'ils n'ont pas complètement tort, voire s'ils ont complètement raison, le changement climatique, il est là. Et que si tout le monde ne fait pas un effort d'une manière ou d'une autre, on ne luttera pas contre ce changement climatique, et donc c'est véritablement dramatique. Oui, et ces pays en sont souvent les premières victimes. On faisait un débat sur la double peine, on va dire, climatique, et notamment le Pakistan il y a quelques jours. On est en plein dans cette démonstration. Dans les négociations internationales, il y a un certain nombre de fonds qui sont mis en place pour accompagner la lutte contre le changement climatique de ces pays. Mais il est bien évident que ces fonds sont abondés par les pays les plus riches, qui demandent des contreparties, et organiser des Jeux olympiques, des Jeux asiatiques, je ne vais pas y arriver, qui plus est d'hiver, c'est pas forcément le meilleur gage de neutralité carbone dans les années qui viennent. Oui, évidemment. Beaucoup de réactions politiques ici en France, forcément. Alors, je vais en citer une simplement sur Twitter, celle de Manon Aubry pour la France Insoumise. Les déserts et les montagnes d'Arabie Saoudite seront bientôt un terrain de jeu pour les sports d'hiver, selon le Conseil olympique d'Asie. Inadmissible, ne perdons pas de temps. Boycott, interdiction pour les entreprises de participer au projet, opposition diplomatique. Et puis, cet après-midi, ici au Sénat, Guillaume Gontard, le président du groupe écologiste au Sénat. Écoutez sa réaction. Ce type d'événement de cette manière-là, je ne parle pas des droits humains et de toutes les problématiques qu'on peut avoir avec l'Arabie Saoudite, mais on doit trouver d'autres lieux pour faire ces jeux. Il y a des stations de ski qui existent et peut-être réutiliser. C'est ça aussi la sobriété.
Guillaume Gontard au micro de Cécile Cixous. La question du boycott, là, elle est évidemment évoquée par les personnalités politiques françaises. Elle se pose aussi pour la Coupe du Monde au Qatar. C'est dans 6 semaines. Vous vouliez revenir sur la décision de plusieurs mairies, plusieurs municipalités françaises de ne pas retransmettre les matchs. Oui, c'est devenu la dernière tendance dans les villes de gauche, surtout, dire non avec ses petits poings, ou avec ses petits pieds plutôt, à la Coupe du Monde au Qatar, en privant les concitoyens de retransmission de matchs sur écran géant. Alors c'est Strasbourg qui a donné le premier coup de crampon. La capitale européenne, siège de la Cour européenne des droits de l'homme, ne peut pas décemment cautionner les maltraitances. Alors c'est une allusion évidemment au sort des plus de 6000, dit-on, ouvriers, notamment philippins, disparus dans la construction des stades. Et puis elle ne peut fermer les yeux non plus, Strasbourg, quand les droits humains sont ainsi bafoués, d'autant plus que cette organisation d'une Coupe du Monde dans un désert est une aberration et un désastre écologique. Alors c'est un argument qui a été repris, les deux droits humains, environnement, par Bordeaux, Lille et même Paris. Et il n'y aura aucun écran géant, aucune fan zone dans la capitale. Nous ne souhaitons pas relayer de façon festive cette Coupe du Monde, explique-t-on à l'hôtel de ville. Alors on a envie de dire trembler Qatari devant ce festival de démagogie. Donc pour vous, c'est pas une bonne idée? Non, parce qu'à mes yeux, c'est absurde, inefficace, mal ciblé, incertain en termes de sécurité publique, irréaliste et même peut-être hypocrite. Qui seront les plus déçus dans cette affaire? C'est les Strasbourgeois, les Lillois, les Parisiens ou les Qataris? Je pense qu'on connaît la réponse. Après un début de décennie qui a quand même été marqué par 3 confinements et autant de couvre-feu, un moment où les Français ont la vie dure et le moral dans les chaussettes, les voilà privés de ces rassemblements festifs qu'ils affectionnent pour soutenir leur équipe. Pire, qui les prive? Les maires qui prennent la décision de renvoyer chacun chez soi sont précisément les mêmes maires qui nous promettent depuis des années dans leurs programmes électoraux de créer du vivre ensemble, ça c'est pour Martine Aubry, de réconcilier les Français, ça c'est pour Anne Hidalgo, ou de renforcer le lien social, ça c'est pour Jeanne Barseguian, la maire de Strasbourg. Enfin, on peut s'interroger sur les conséquences de ces décisions, je le disais, en termes de gestion de la tranquillité publique. Paris est capable d'accueillir les supporters de football dans les bars, disait ce matin le premier adjoint d'Anne Hidalgo dans le Parisien. La belle affaire, Qu'est-ce qui vaut mieux? Des grappes de supporters, parfois un peu alcoolisés, dans des bars, un peu partout, ou est-ce qu'il vaut mieux les regrouper dans des fan zones sécurisées? Et puis imaginez un peu que la France gagne. Combien de temps ça va tenir ça? Est-ce que les Parisiens auront le droit de défiler sur les Champs-Élysées ou de se rassembler quelque part juste pour applaudir ou faire la fête? Si le bus des joueurs français, qu'est-ce qui descendra? Les Champs-Élysées ou pas? Non, à Paris, ce sera interdit. On voit bien que c'est absurde. Et puis au final, c'est quand même très hypocrite. Alors, détaillez-nous ça. Pourquoi c'est hypocrite pour vous? Deux choses l'une. Soit le Qatar est infréquentable, soit il ne l'est pas. S'il est infréquentable, alors il faut que la France cesse d'en faire un allié sur la scène moyen-orientale, que ce soit un allié militaire ou un allié diplomatique. Il faut qu'il cesse de commercer avec lui. Enfin, il faut que la France cesse de lui vendre des armes. Ah tiens, qui fut le premier président à vendre des armes au Qatar? François Hollande. Beaucoup de rafales. Président socialiste, comme Martine Aubry, Anne Hidalgo, à la tête d'un exécutif où il y avait un gouvernement où siégeaient des écologistes, comme Jeanne Barseguian, comme Pierre Humic, le maire de Bordeaux. Le climat et les droits de l'homme sont des vrais sujets. Et il faut se féliciter que les maires s'en saisissent. Mais alors, il faut le faire partout. Parce qu'on ne se souvient pas que Martine Aubry, grande amoureuse de l'Empire du Milieu, au point d'avoir été nommée haute représentante pour la France en Chine, ait eu autant de prévention en matière d'environnement ou de droits humains quand elle voulait apurer les relations diplomatiques avec Pékin et reconstruire un lien affectif avec la Chine. J'en finis avec la palme de la contorsion, pour moi, qui est attribuée à Anne Hidalgo, sans conteste. Grande amie des Qataris et première supporteuse quand il s'agit de foot sous les couleurs du PSG au Parc des Princes à Paris. La voilà qui fait la leçon à ses mêmes amis Qataris et se part dans ses habits neufs de grande boycotteuse en chef quand il s'agit de foot à Doha. Où est la cohérence? Au vestiaire, sans doute. Agnès Levallois, est-ce qu'on peut boycotter ces événements? À partir du moment où ils sont attribués, c'est trop tard. Est-ce qu'il y a un moment où on peut, c'est ce que disait Manon Aubry dans son tweet, c'est maintenant qu'il faudrait faire en sorte de boycotter ces Jeux asiatiques en Arabie Saoudite? Mais bon, avec quel levier quand on est nous ici à Paris? Ce que je trouve absurde, c'est qu'effectivement, cette décision a été prise. C'est-à-dire qu'il y a un comité qui a attribué la Coupe du Monde, qui a attribué maintenant ces Jeux. Et donc, ce qu'on entend aujourd'hui, et je partage tout à fait votre analyse, ça me paraît d'une hypocrisie absolue. D'autant plus qu'on a de cesse que de commercer et d'entretenir des relations excellentes avec les pays de la région, vous l'avez rappelé, et que Emmanuel Macron, le président français, a été le premier à aller en Arabie Saoudite serrer la main du prince héritier, qui avait été mis au banc de la communauté internationale
international en raison de l'assassinat de Khashoggi, ce journaliste qui est découpé en rondelles dans le consulat saoudien à Istanbul. Donc on est quand même dans une situation qui est complètement aberrante. Soit on est cohérent, effectivement, soit on boycotte parce que ces pays ne sont pas fréquentables, mais on a tellement besoin de l'Arabie saoudite aujourd'hui et du Qatar pour des questions énergétiques absolument évidentes. Tout le monde fait la cour au Qatar aujourd'hui, puisque c'est un des plus grands producteurs de gaz au monde. Mais je suis d'accord avec vous sur les enjeux diplomatiques et sur l'hypocrisie, mais sur l'aspect, sur la transition environnementale, on ne peut pas non plus se satisfaire de continuer d'organiser des événements aussi gigantesques et de les attribuer à des pays où il y a zéro tradition, au Qatar de football et en Arabie Saoudite de sport d'hiver, pardon. Oui, et de ski. On ne peut pas se satisfaire de ça. C'est à la base qu'il faut prendre les choses, c'est-à-dire que ce sont ces fédérations qui attribuent. Alors moi, je ne suis pas dans le secret du fonctionnement de ces fédérations, mais l'aberration, elle est là, et c'est ça qui est mis en valeur, me semble-t-il, à travers l'attribution de ces grandes manifestations sportives. Mais on voit bien que qu'est-ce qui est en jeu, c'est de l'argent. C'est simplement le fait que ce sont des pays qui aujourd'hui ont tellement d'argent qu'ils peuvent se permettre de demander, d'imposer et d'obtenir, parce qu'en face, on laisse complètement faire. Je crois que la question, elle est vraiment là. Alors que maintenant, on dit qu'il faille boycotter, peut-être, mais je trouve ça absolument absurde. Ce qu'il faut, c'est empêcher que des pays qui n'ont pas les ressources nécessaires puissent candidater à ce genre de manifestations sportives. Ouais. C'est là, pour moi, l'aberration. Kevin Vessière, si on se place du côté des fédérations, une nouvelle fois, de ces fédérations internationales, il y a quand même alors c'est pas seulement du cynisme du business, même si c'est du business, il y a une volonté de mondialiser le plus possible leur sport, leurs activités, de toucher des cibles qui ne touchaient pas auparavant, en attribuant ces événements-là. Oui, c'est ça. Oui, quand le Qatar a obtenu la Coupe du Monde en 2010, la FIFA s'est félicitée finalement que le Qatar ait cette Coupe du Monde parce que c'était le premier pays arabe à accueillir la compétition. Et on parlait d'aberration tout à l'heure, pour le CIO, le Comité international olympique, il a déclaré qu'il n'était même pas au courant que l'Arabie saoudite candidatait pour les Jeux asiatiques d'hiver de ce comité asiatique olympique. Donc ça veut dire que le CIO n'avait même pas pris conscience de ce que ça pouvait engendrer comme débat. Et c'est vrai que pour la FIFA, même pour le CIO, on a l'impression que tous ces enjeux autour des droits humains et écologiques, c'est pas encore pris en compte et qu'il n'y a que l'aspect économique finalement qui est mis en avant. Et c'est vrai que le cas de l'Arabie Saoudite, là, c'est un cas d'école finalement pour essayer de changer les choses, parce que maintenant que cette compétition a été attribuée, c'est maintenant aux fédérations nationales de pousser pour que le CIO puisse et le Comité olympique asiatique puissent changer les choses, parce qu'effectivement pour le Qatar on parlait de boycott, mais c'est trop tard, on arrive à 2 mois de la compétition, tous les partenaires sont déjà là, les stades sont aussi déjà faits, et finalement après aussi avec les enjeux économiques avec le Qatar, on ne peut pas boycotter cette compétition. Et puis en termes je trouve d'impact sur les mentalités, c'est aussi désastreux. Il y a le monde du sport ici en Europe, notamment en France, est en train d'essayer de changer pour organiser des événements moins polluants. Par exemple, je pense à Julien Pierre, qui est un ancien international de rugby, qui a créé une société qui s'appelle Fair Play for Planet, qui vraiment œuvre à ça. Donc d'un côté on fait ces efforts et de l'autre on nous annonce que l'Arabie Saoudite organise des Jeux d'hiver. Ça casse totalement le moral de ceux qui sont en action. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai, mais après c'est vrai qu'au niveau des personnes qui sont à la tête des grandes fédérations ou des grandes organisations internationales sportives, c'est pas là où il y a effectivement ces initiatives. On parlait effectivement de fédération, la Fédération française de football là vient juste d'annoncer qu'elle allait pousser au niveau de la FIFA pour créer un fonds d'indemnisation par rapport aux travailleurs migrants et aux familles qui ont été impactés et les travailleurs qui sont morts par rapport au chantier du Qatar. Mais la FFF a pris cette position après des mois et des mois que Amnesty puisse pousser finalement cette position. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une position finalement une simple posture, ou est-ce qu'il va y avoir véritablement des changements après cette Coupe du Monde de Qatar? Ça, au vu des positions de la FIFA et puis aussi du CIO par rapport aux autres événements, j'en suis pas vraiment sûr. Si, Mathilde, il y a un autre aspect dans ces questions de boycott, c'est quand même les sponsors. Sont souvent des multinationales qui sont très sensibles à ce qu'on appelle la marque employeur, c'est-à-dire leur image auprès des consommateurs, des investisseurs, des futurs talents à recruter.
c'est pas bon pour la marque employeur quand même d'être associée à ces événements. Comment elle s'en accommode ? Alors clairement, j'ai pas regardé les sponsors qui s'étaient peut-être retirés ou qui se faisaient plus discrets sur la Coupe du Monde de foot au Qatar. Mais je pense que, vous l'avez dit, c'est une question de réputation. Donc c'est un arbitrage entre la bonne réputation que vous allez acquérir et la publicité que vous faites à sponsoriser un événement sportif, et à l'inverse, la mauvaise publicité parce que vous sponsorisez cet événement sportif. Donc je pense que la situation est très différente suivant les entreprises. Si vous avez plutôt des sportifs qui vous suivent, vous avez intérêt à rester. Si à l'inverse c'est du grand public et du grand public européen ou américain qui est plus attentif à ces questions environnementales, peut-être que ça fait mauvais genre et que vous avez intérêt de vous en retirer. Et c'est probablement sur les entreprises que peut peser le plus de poids et le plus de pression. Parce que c'est vrai que, comme ça a été dit, on peut donner des leçons quand on est exemplaire. Or, aujourd'hui, force est de constater qu'en Europe, comme aux États-Unis, on est en retard sur tous les objectifs de lutte contre le changement climatique, le déploiement des énergies renouvelables, etc., qu'on s'était fixés. Donc on prend beaucoup d'engagements, on parle beaucoup, mais ça commence à bouger, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et ça se voit de l'étranger, ça se voit du reste du monde. Et finalement, on nous montre aussi du doigt en disant oui, ils sont gentils, ils sont toujours en train de critiquer, mais quand ça se passe chez eux, ça les gêne pas. De la même manière sur les droits de l'homme ou autre. Donc je suis pas en train de cautionner ce qui est en train de se passer. Mais il faut faire très très attention avec les signaux qu'on envoie par les critiques que l'on profère, alors même qu'il y a probablement d'autres leviers pour faire bouger les lignes. On l'a dit, les entreprises qui peuvent investir différemment sur ce type d'événements pour assurer de moindres émissions de CO2, une moindre empreinte environnementale. Il peut y avoir des négociations et des coopérations aussi pour aller vers quelque chose de plus sain. Je ne trouve pas le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire, etc., etc. Donc c'est important d'avoir ce recul peut-être sur les événements. Agnès Levallois, est-ce qu'il y a aussi une dimension dans ce bras de fer dont on parle beaucoup depuis le début de la guerre en Ukraine, entre justement le bloc occidental et un bloc asiatique ou Asie-Pacifique qui s'affirme de plus en plus et qui ne veut pas forcément être dans la logique stratégique ou géostratégique que nous on peut avoir ici? Mais ça c'est très clair, c'est-à-dire que depuis pour moi, la guerre en Ukraine est le révélateur de toutes ces évolutions géopolitiques, géostratégiques auxquelles nous assistons, avec l'émergence de puissances régionales qui s'affirment de plus en plus. Et l'Arabie Saoudite fait partie de ces puissances régionales qui s'affirment, qui ont émergé et qui entendent mener leur politique en fonction de leurs intérêts, et non plus de respecter ou d'aller dans le sens de ce que leur imposaient auparavant leurs parrains, et en particulier les Américains. Et la phrase que l'on entend le plus dans la région aujourd'hui, c'est que ce qui se passe en Ukraine, c'est votre guerre, ça n'est pas la nôtre, on n'en a rien à faire, débrouillez-vous avec ça. Nous, on a une carte à jouer, et pour l'Arabie Saoudite encore plus que les autres pays, c'est la réhabilitation sur la scène internationale grâce au pétrole et donc au chantage que les Saoudiens peuvent faire sur la question de la production, faire monter les prix ou les faire baisser. Et quand Joe Biden l'appelle tout au début de la guerre en Ukraine, MBS, en disant ça serait bien d'augmenter la production pour faire baisser les prix, MBS ne le prend pas au téléphone, puisque Joe Biden, lors de sa campagne, avait dit qu'il ne voulait pas lui adresser la parole en raison de son implication dans l'assassinat de Khashoggi. Aujourd'hui, MBS, en faire de mauvais jeu de mots, est le roi du pétrole et donc est le roi du monde, et il peut absolument faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut. Joe Biden a fini par lui rendre visite et à lui serrer la main. Le président français est allé lui serrer la main. Et donc, si vous voulez, il est tout puissant. Et déjà que c'est un jeune prince qui est en train de s'installer et qui a de plus en plus de leviers entre les mains pour s'affirmer comme le futur roi, la période pour lui est une période faste pour justement montrer que finalement il fait ce qu'il veut et que tout ce qu'on a dit sur lui, eh bien, n'a plus de raison d'être parce qu'il a la carte maîtresse entre les mains qui est la carte du pétrole et de l'argent qu'il peut distribuer en achetant du matériel, de l'armement ou toute autre chose. Et il peut choisir, du coup, ses partenaires. Et si maintenant, il considère que les partenaires occidentaux, eh bien, ne sont pas aussi fiables parce qu'on lui reproche sa gestion des droits de l'homme et qu'il n'a pas envie d'en entendre parler, eh bien, les pays asiatiques, ils sont beaucoup plus confortables. Travailler avec la Chine, c'est beaucoup mieux parce qu'il n'y aura jamais de remise en question de la politique concernant les droits de l'homme. Et donc, il y a un renversement. Et ça, si on ne le comprend pas et si on n'en tient pas compte,
on va dans le mur parce qu'il y a vraiment un fossé qui est en train, me semble-t-il quand même, de s'élargir tous les jours un peu plus, si ça on ne le mesure pas, ou si notre seul discours, c'est maintenant comment sauver nos marchés, parce qu'on se rend compte que c'est un peu difficile. Mais si ce n'est pas accompagné de quelque chose, ça va nous mettre dans une position extrêmement délicate. Ouais. Alors la pierre angulaire de cette stratégie de l'Arabie Saoudite, et c'est le cas de le dire, puisqu'on va parler de ce projet immobilier totalement dingue, ce projet gigantesque s'appelle Neom. Alors je vous propose une vidéo, c'est une vidéo de lancement qui date d'il y a 5 ou 6 ans, donc cette mégapole futuriste, on est dans le nord-ouest du pays, c'est une ville au bord de la mer Rouge, j'espère qu'on va voir ces images, grande comme la Bretagne, c'est comme ça qu'on nous l'a décrit. Alors faites-moi signe en régie, est-ce qu'on a les images de... Voilà, super. Alors ce qui nous a marqué, regardez, on a choisi ce court extrait parce que sur cet extrait, on voit des femmes non voilées. C'est une des toutes premières vidéos de promotion de Neom. Agnès Loa, je reste avec vous parce que moi je me suis dit en voyant cette vidéo, c'est sur le site du Monde que je l'ai retrouvée cet après-midi. Ça m'a choqué. Elle s'adresse d'abord aux touristes, aux investisseurs étrangers. À qui elle s'adresse cette vidéo ? Aux investisseurs étrangers, mais maintenant le voile n'est plus obligatoire en Arabie Saoudite. La dernière fois que j'y suis allée, j'étais absolument pas obligée de porter. Alors, le voile n'a jamais été obligatoire. L'abaya était obligatoire, mais aujourd'hui elle est plus obligatoire pour les étrangers et les Saoudiennes. Certaines d'entre elles ne portent plus l'abaya et donc ne portent pas le voile. Donc il y a une évolution de ce point de vue-là et c'est ça que MBS met en avant pour justifier ses projets en expliquant que ça peut s'ouvrir au tourisme, le fameux site dont vous parlez à Lola que j'ai visité. Donc ça, c'est le Petra saoudien, c'est ça ? Oui, magnifique. Et c'est vrai que ça fait rêver. Et quand on se dit on est dans un pays extraordinaire. Donc il y a toute cette stratégie de MBS d'ouverture et de montrer que c'est un pays comme les autres dans lequel on peut aller. Évidemment, tout ça est à relativiser sérieusement parce que l'Arabie Saoudite est un pays avant tout autoritaire avec un MBS qui aujourd'hui gouverne tout seul. Il s'est complètement affranchi du consensus qui normalement fait la base du fonctionnement politique de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'il y a le club des quelques princes qui gèrent le pays. Aujourd'hui, c'est terminé, c'est lui tout seul, très autoritaire. Et donc, à l'extérieur, il renvoie l'image d'un pays qui est en train de s'ouvrir et à l'intérieur, il est encore plus autoritaire pour bien montrer que même s'il ouvre, c'est lui qui va décider et lui seul qui va décider des ouvertures. Mathieu disait théocratie tout à l'heure. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est un peu plus compliqué ? Pour moi, je dirais régime autoritaire. Ouais. Voilà, il a mis de côté pour l'instant les religieux, parce que les religieux, c'était eux qui géraient la vie politique, la vie sociale, l'éducation. Il les a mis de côté en leur donnant des avantages ou en les mettant en prison pour ceux qui n'étaient pas d'accord. Et donc maintenant, il gère ça avec donc cette ouverture à l'extérieur où effectivement on voit les vidéos avec des Saoudiennes sans voile. Nous, on peut y aller sans voile. Donc ça permet de dire que c'est formidable. Et en même temps, ce que vous avez rappelé et ce qui est fondamental, cette jeune Saoudienne qui a pris 34 ans de prison pour un tweet qui n'a aucun sens. Donc c'est ça l'Arabie Saoudite aujourd'hui. L'extérieur, on montre cette ville futuriste avec on se déplacera en avion, on se déplacera, enfin un truc incroyable. Qui va peut-être faire d'ailleurs, parce que ça rentre dans le cadre de la diversification économique, le fameux plan Vision 2030 qui est important pour MBS. Et j'ai juste un point là-dessus qui est très important, me semble-t-il. C'est que MBS aujourd'hui est encore soutenu par les jeunes saoudiens qui sont majoritaires dans le pays. Mais à la clé, il doit absolument créer des emplois parce que la société saoudienne aujourd'hui rencontre des difficultés. Le chômage des jeunes est extrêmement important et MBS joue aussi sa crédibilité et sa position de roi futur sur sa capacité à créer des emplois pour les jeunes. Et c'est à travers donc tous ces grands projets, dont Néon, et donc aussi l'organisation de ces Jeux asiatiques, ça rentre dans cette logique de donner aux jeunes de quoi rêver, de leur montrer véritablement que l'Arabie change pour continuer à avoir ce soutien de la part des jeunes pour être sûr que lors de la mort de son père, sa position ne sera pas remise en question. Ça me paraît être un point essentiel pour le devenir du royaume. Oui, effectivement. Néon ou Neom, ça s'écrit N-E-O-M. Oui. Je ne sais pas quelle est la bonne prononciation. C'est pas de l'arabe. Donc on a 10 projets à 500 milliards de dollars. Sylvie Matelli, je vais vous me redonner un chiffre que vous avez donné juste avant que l'émission démarre. Moi, je me suis dit, c'est gigantesque, c'est une somme énorme et l'Arabie Saoudite ne pourra pas le financer toute seule. Qu'est-ce que ça représente 500 milliards pour ce pays ? Ça dépend du cours du pétrole, mais au cours actuel, on est à un peu moins de 2 ans en fait, de recettes d'exportation de pétrole. Donc c'est pas énorme. C'est pas énorme finalement. Par contre, c'est plus que le PIB saoudien. Donc ça relativise aussi les choses, tout à fait. Mais ce projet, vous y croyez ?
Est-ce que c'est réaliste? Parce que moi, je lis, je me dis, c'est une ville grande comme la Bretagne. Enfin, vous voyez, c'est bon. J'ai du mal à y croire. Est-ce que c'est de l'affichage? Est-ce que on en a quand même vu d'autres dans ces régions et dans ces pays, et grâce aux recettes d'exportation de pétrole. Donc oui, on peut y croire. Après, effectivement, ça va un peu à contre-courant de la façon dont nous on se projette dans l'avenir. Mais comme on le dit depuis le début de cette émission, je suis pas sûre que la façon dont nous nous projetions dans l'avenir corresponde à l'aspiration du reste du monde pour les années qui viennent en réalité. Moi, je pense qu'il prend un gros risque parce que c'est vrai que ça peut, sur le papier, on se dit, il y a de l'argent et il y a encore plus d'argent aujourd'hui en raison de la crise ukrainienne. Donc, il y a des moyens financiers, mais il y a quand même besoin d'investisseurs pour mener à bien ces projets. Et donc, on a vu que les investisseurs, régulièrement, ils sont quand même un peu refroidis par le comportement erratique de ce prince qui, de temps en temps, va emprisonner tous les hommes d'affaires au Ritz-Carlton, à Riyad, après, qui va faire découper en rondelles la journée. Donc, il y a quand même des questions. La question de la confiance, quand même, est une question qui est posée vis-à-vis des investisseurs dont il a besoin pour cela. Donc, il joue gros dans le sens où si ça marche, très bien. Si le projet n'arrive pas à suivre exactement les étapes telles qu'elles ont été conçues, eh bien, sa crédibilité peut quand même en prendre. Donc là, il joue aussi quand même gros. Mais si ça marche, alors là, c'est évidemment pour lui, c'est formidable. Et pour compléter ce que dit Agnès Levallois, il faut de la confiance pour attirer les investisseurs. Il faut aussi leur raconter une belle histoire. Certains se sont amusés il y a quelques années à expliquer qu'ils allaient envoyer un homme sur Mars. Ça a fonctionné. Et c'est assez marrant parce que ça a attiré des investisseurs saoudiens, justement. Et à l'inverse, on a aujourd'hui les Saoudiens qui nous racontent une histoire formidable sur une ville du futur. Ça attire les investisseurs avec les limites qu'a cité Agnès Levallois à l'instant. Oui, puisque vous parlez de belles histoires. Regardez cette autre vidéo, l'Arabie Saoudite qui invite des influenceurs. Alors on a retrouvé cette vidéo superbe. C'est un couple qui s'affiche. Alors c'est sans doute, c'est peut-être dans le Petra saoudien dont on parlait tout à l'heure. Quelques secondes, parce que ça nous fait rêver, évidemment. Bref, vous voyez, c'est la vie rêvée d'un couple d'influenceurs en Arabie Saoudite. On leur voit afficher leur bonheur dans ces sites touristiques, nous vanter les mérites du royaume pour certains d'entre eux qui disent « Ah, ils ont bien changé quand même ». Le tout sponsorisé par l'Office du tourisme saoudien Riyad Nouveau Dubaï. On a quand même un petit peu de mal à se projeter. Je voudrais qu'on vienne sur la question du soft power, Kevin Vessière, parce que moi, je vois une contradiction. Il y a ça, il y a l'argent qu'on peut dépenser en invitant des influenceurs, il y a l'argent qu'on peut dépenser pour organiser des événements sportifs, et puis il y a la mauvaise image, et je reviens à la question de la transition écologique, parce que ça fait partie de mes dadas, que ces événements véhiculent, vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai des doutes sur l'impact en termes d'influence sur les populations occidentales. Avec ces injonctions ou ces messages contradictoires. Après, ce qui peut être visé aussi avec l'organisation de ces compétitions internationales, là pour le cas des Jeux asiatiques d'hiver, finalement, c'est pas le public occidental, c'est plus la population asiatique. Et puis, comme ça a été rappelé, c'est aussi la population saoudienne pour montrer qu'ils peuvent avoir plus tard accès aux loisirs des Occidentaux. C'était aussi la stratégie de la Chine avec les Jeux olympiques d'hiver, avec la création, ça a engendré la création de nombreuses stations de ski pour montrer à cette classe moyenne chinoise qui commençait à gagner en termes de revenus qu'ils pouvaient accéder à ces loisirs-là. Après, c'est vrai que comme ça a été dit pour MBS et la stratégie saoudienne de soft power par le sport, il y a aussi des initiatives qui sont mises en place par rapport aux femmes, notamment il y a une compétition de golf qui a été organisée en Arabie Saoudite avec les femmes qui n'avaient pas forcément de voile. Il y a aussi en football, il y a des initiatives qui sont prises, mais c'est un petit peu deux poids deux mesures parce qu'après il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les droits des femmes évoluent là-bas. Et c'est vrai que voilà cette position affichée au niveau de ce que voudrait être l'Arabie Saoudite et après dans les actes ce qui se passe sur le terrain, c'est toujours cette position qui peut être affaibli aussi l'Arabie Saoudite par rapport aux investisseurs pour essayer de séduire à l'international. Et c'est vrai que des projets comme Neom où ça a été évoqué avec ses influenceurs et aussi il y a désormais Léo Messi aussi qui est ambassadeur de l'Arabie Saoudite depuis le mai de cette année, notamment pour promouvoir aussi la ville culturelle de Jeddah à l'international. Et ils voient qu'ils essayent aussi de faire des liens avec des sportifs pour essayer aussi d'adoucir cette image, même si la politique d'MBS et la gestion du pays est très autoritaire comme ça a été rappelé. Ça veut dire que les Qataris qui sont les employeurs de Léo Messi l'ont laissé négocier un contrat personnel. Mais en fait, comme on l'a rappelé, effectivement, les rapports, même si effectivement le Qatar et l'Arabie Saoudite sont toujours rivaux, les rapports se sont quand même beaucoup distendus depuis. Et finalement, cette Coupe du Monde veut être utilisée comme un vecteur pour glorifier tout le Golfe Persique. C'est pour ça notamment qu'il y a de plus en plus de partenariats qui sont mis, notamment pour le déplacement des supporters. Le Qatar pourra pas accueillir tous les supporters
sur la zone. Donc il y a plusieurs hôtels qui seront aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, qui pourront faire des transferts de supporters et ainsi que ça puisse promouvoir toute la région. Oui, alors ça aussi, l'impact écologique, on peut en parler, parce que les navettes d'avion entre les pays voisins et le Qatar pour assister au match... La question va se poser aussi à la Coupe du Monde 2026, qui sera Canada, États-Unis, Mexique. Oui, on peut y revenir, peut-être il faut arrêter les grands événements sportifs qui nous font rêver devant notre télé. Bref, ça c'est un autre débat. Je voudrais terminer sur la personnalité et ce sentiment d'impunité de Mohamed Ben Salman, MBS. À propos de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, il vient de se faire nommer Premier ministre. Mohamed Ben Salman, et vous avez forcément vu que ses avocats disent qu'il y a une logique d'immunité contre les tribunaux américains. C'est un peu ce sur quoi ils misent. Alors d'abord, c'est exceptionnel, parce que normalement, c'est le roi qui est Premier ministre, et lui était donc vice-premier ministre, et donc le roi, donc son père, a signé ce décret, et qui va à l'encontre de la loi saoudienne, qui normalement ne permet pas ça. Et effectivement, donc, il a été dit qu'il y avait cet élément qui était à la clé pour le permettre de se protéger, puisqu'il y a un certain nombre d'Américains qui sont encore quand même très choqués par ce qui s'est passé. Tout le monde n'a pas oublié cet épisode, même si on a tendance à ne plus en parler autant qu'auparavant. Et donc, ça peut être un moyen, effectivement, pour MBS de se protéger. Certains ont vu dans cette nomination qui date de la semaine dernière, on sait que le roi n'est pas dans très bonne santé. Est-ce que c'est un moyen de commencer à préparer les esprits pour dire que le roi est encore un peu plus malade qu'il ne l'était? Enfin voilà, donc il y a beaucoup de bruit autour de ça. Mais ce que ça veut dire en tous les cas, c'est que le roi met tout ce qu'il peut dans la balance aujourd'hui pour être sûr que son fils sera le prochain roi et qu'il n'y aura pas de contestation possible lorsqu'il disparaîtra, parce que là, il bénéficie encore vraiment du soutien de son père qui veut absolument tout faire pour lui passer le flambeau. Merci à tous, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat qui était vraiment passionnant. À bientôt sur Public Sénat.